Bonjour à tous. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va se centrer sur la notion d'effort. Comme d'habitude, à la fois dans le yoga, dans la vie, qu'est-ce que l'effort et puis comment gérer notre rapport particulier à l'effort. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous qui écoutez ce podcast, on peut dire que le confort, la modernité ont permis d'avoir des conditions de vie qui donnent un certain confort, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des vies qui peuvent être menées sans effort. Alors le pourquoi de ce podcast est intéressant. Moi, j'ai été amenée à me questionner sur cette notion suite à une discussion dans laquelle le sujet était mon aversion à l'effort. Parce que j'ai parfois l'impression que le monde entier est prêt à fournir des efforts et que moi, de mon côté, je ne suis pas toujours prête à le faire. Peut-être d'ailleurs que vous avez déjà eu cette impression aussi. Donc bienvenue dans le camp des flemmards, ou plutôt, comme on va le voir quand même dans ce podcast, plutôt dans le camp de ceux qui se ressentent comme tels. Et puis on va voir ensemble comment assainir notre relation à l'effort quand on pense qu'on n'est pas capable d'en fournir suffisamment. Je pense que c'est intéressant de commencer par définir ce qu'est un effort. C'est une question très simple, mais prenez simplement le temps de vous la poser, mettez sur pause. Ça peut paraître bête, hein, mais moi j'ai ressenti le besoin de clarifier, parce que visiblement avec mon interlocutrice, dans cette discussion, on n'était pas totalement d'accord sur la manière de définir le terme d'effort. Et je vous invite vraiment à faire cet exercice, à mettre sur pause, à vous poser la question. Et en fait, on s'en fiche de la réponse, que ça soit bon ou pas bon, parce que ce qui est intéressant, c'est de voir ce que vous mettez vous derrière, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, et comment, tout au long de votre vie, vous avez utilisé ce terme d'effort, avec quelle notion cachée derrière ce terme vous avez utilisé ce mot chaque jour peut-être. Et ça donnera une vraie indication sur, ouais, sur votre rapport à l'effort, sur votre rapport à, même au travail, puisque souvent quand on parle d'effort, c'est dans le domaine du travail, pas seulement, mais quand même. Donc voilà, c'est intéressant de se poser la question pour soi. Donc pour mon interlocutrice, et voilà, pas de suspense, hein, c'est elle qui était la plus proche de la définition officielle. Donc pour elle, l'effort, c'était une dépense de ressources en vue de s'approcher d'un but. Et pour moi, il y avait bien sûr cette notion de s'approcher d'un but, mais pour moi, l'effort était lié à une forme de contrainte. Donc c'est faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc évidemment, on a demandé à petit Robert, qui est quand même le plus fiable de nous trois, et lui, il nous a dit que l'effort, c'était toute activité d'un être conscient qui emploie ses forces pour vaincre une résistance. Donc c'est intéressant de voir que moi j'avais rajouté cette notion de contrainte. Là, c'est pas tout à fait ça qui est dit, hein. Vaincre une résistance, c'est pas forcément quelque chose qui va impliquer une grande contrainte. S'il y a quelque chose qui nous résiste, on va le faire céder, mais on peut le faire céder dans la joie, on peut le faire céder avec plaisir. Enfin, il y a plein de façons de faire. Voilà, donc il n'y a pas cette notion de contrainte que j'imaginais, ce qui signifie que cette petite touche négative, eh bien c'est un ajout très personnel qui n'est pas obligatoire. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'en adoptant cette définition, on ne peut pas dire que je souffre d'aversion à l'effort. Alors peut-être que comme moi, vous êtes rassuré par cette définition. On va bien sûr tout au long de ce podcast creuser davantage et pas se contenter de ce qui pourrait être une conclusion un peu superficielle. Bon, comme très souvent dans ce podcast, hein, je pars de mon expérience personnelle, de mes propres réflexions. Le but, c'est pas de vous centrer là-dessus. Je suis pas là simplement pour raconter mes histoires, mais le but, c'est vraiment de vous aider à vous projeter, à vous poser des questions et puis à voir comment tout ça, ça va faire sens pour vous. Mais voilà, comme c'est un podcast personnel, je lis pas des tonnes de documents pour faire ces podcasts. C'est plutôt le fruit de réflexion. Eh bien, je vous invite vraiment à vous poser les questions pour vous. Là, c'est un podcast d'introspection, on pourrait dire, plus qu'un podcast qui amènerait une théorie, une vérité. Donc voilà, moi j'avais cette impression d'avoir une aversion à l'effort parce que je dispose, en tant que bonne écolo, d'un mode économie d'énergie dont j'abuse peut-être parfois. Je pense qu'on a tous ce mode économie d'énergie. Pour ma part, j'ai beaucoup d'idées, énormément, trop d'idées. Et en face, il y a peu d'énergie par rapport à ces idées. Donc je vais pas m'investir, en tout cas aujourd'hui, maintenant que je suis adulte, je ne vais plus m'investir dans toutes ces idées que j'ai pour essayer de les transformer en projets, pour leur donner corps. Je vais sélectionner judicieusement et voir dans quoi je pense que ça vaut la peine de mettre mon énergie.
Donc j'en conclus que faire un effort n'est pas toujours quelque chose de pénible, contrairement à ce que laisse penser l'injonction, tu pourrais faire un effort quand même, qu'on a tous entendu. Et ça indique qu'un truc bien chiant n'a pas été fait, ou pas de la manière dont la personne qui nous fait remarquer ça aurait voulu que ça soit fait. Donc comme d'habitude, j'ai plusieurs questions qui vont donner la trame de ce podcast. La première, ça va être d'aller au-delà de la définition qu'on a vue tout à l'heure et de préciser encore davantage ce qu'est l'effort et quels sont les enjeux derrière le fait de fournir ou de ne pas fournir un effort. Et ensuite, moi, j'ai envie de questionner les termes d'effort, de non-effort et de lâcher prise. Et là, peut-être que vous me voyez venir parce que ce vocabulaire est quand même très souvent utilisé dans le milieu du yoga, avec beaucoup de confusion, je pense. Alors, je prétends pas tout démêler ici, mais poser la question pour la vie quotidienne et pour le yoga, puisque c'est le fil conducteur de ces podcasts. La question, ça serait est-ce qu'il faut bannir l'effort pour avoir une vie plus agréable ? Et puis, la question qui nous intéresse tous, je crois, c'est celle de l'aversion à l'effort. Comment retrouver ce goût de l'effort quand on l'a perdu ou qu'on pense l'avoir perdu ? Donc suite à cette discussion que j'ai eue qui a beaucoup nourri ma réflexion, j'ai mis 2 mois à vous faire ce podcast après cette discussion, hein, c'est pour dire que c'est quand même quelque chose sur lequel j'ai énormément réfléchi. Donc dans un premier temps, parce que je suis un petit peu flemmarde, j'ai commencé à regarder s'il y a des gens qui avaient réfléchi de façon approfondie sur cette notion d'effort et qui avaient déjà partagé leurs réflexions. Et j'ai pas trouvé grand-chose. Alors c'est pas tout à fait vrai, hein, parce que sur YouTube, on voit plein de jeunes entrepreneurs qui parlent d'efforts, de discipline, qui ont des discours vraiment très motivants, qui nous laissent plein de culpabilité et d'enthousiasme. Et puis on est souvent un peu démunis parce qu'on manque de solutions concrètes. En gros, on nous dit, bah, si tu veux faire des efforts, bouge-toi, fais des efforts. Mange bien, arrête l'alcool, dors plus et entoure-toi des bonnes personnes. Voilà. Alors c'est peut-être vrai tout ça, mais je pense que c'est pas suffisant pour aller chercher quand même les racines du goût de l'effort ou de l'aversion à l'effort. En tout cas pour amener une réponse beaucoup plus personnelle que mange des légumes et dors 8 heures par nuit, quoi. Donc oui, c'est super cool de se faire un petit planning, d'inclure tout ce qui mérite d'être fait pour atteindre ses objectifs, mais en vrai, au quotidien, peut-être que ça marche le lundi, mais le mardi, ça marche moins bien, et le jeudi, c'est fini. Donc quand on a la flemme, quand on a plein de fatigue, quand il y a des urgences, des imprévus, ou quand il y a un manque de sens criant qui fait irruption, quand on arrive au pied du mur, quand il y a la tâche qui doit être accomplie, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah moi, je me sers un 10e café et je me dis que je le ferai plus tard. Pas toujours, mais ça arrive fréquemment. Et peut-être que vous, ça va se manifester différemment. Mais quand il y a quelque chose qui demande un vrai effort soutenu, ou quand il y a un enjeu, ou quand c'est quelque chose, pas forcément de désagréable, mais qu'on ne se sent pas capable de faire, ou qui va être très engageant émotionnellement, ou qui va impacter, quelque chose qui aura un impact professionnel sur le long terme, ou un impact personnel d'ailleurs, eh bien, on va se trouver des tonnes d'excuses et on a beau avoir regardé plein de vidéos de motivation, on a beau avoir un super emploi du temps très joli affiché sur le mur de notre bureau, c'est pas pour autant qu'on aura l'envie de passer à l'action et d'amener cet effort qui est nécessaire. Alors, j'ai 8 minutes 44 d'enregistrement, on n'a pas encore parlé de yoga, ceci est un podcast de yoga, on y arrive. Si on regarde du côté des yogis, que nous disent les textes ? Alors moi, spontanément, même si ça fait 15-20 ans que je baigne dans le milieu du yoga, j'ai lu pas mal de textes, et ben, en fait, j'ai pas spontanément, il n'y a pas grand-chose qui me vient. Alors oui, il y a des textes qui parlent d'efforts, mais souvent, j'ai l'impression qu'on nous donne pas le comment. On nous explique la nécessité de fournir un effort, mais on nous donne pas de trucs, entre guillemets, pour le cas où on ne serait pas suffisamment motivé pour fournir cet effort. Alors je pense qu'il faut remettre dans le contexte, hein, la plupart des textes traditionnels du Hatha Yoga, ils vont présenter des techniques, et quand on regarde ces techniques, elles sont souvent destinées aux pratiquants de haut niveau. Alors haut niveau, j'entends par là des personnes qui ont déjà fourni des efforts soutenus, qui sont capables de garder une grande concentration et qui sont très au clair avec leurs priorités dans la vie. Cette priorité, sans surprise, c'est la pratique.
Parce qu'il faut bien comprendre que il n'y a pas besoin de remonter très loin, hein, mais même il y a 300, 400 ans, les yogis, en tout cas les personnes qui étaient vraiment engagées sur la voie du yoga, qui avaient un maître et qui pratiquaient cette discipline, voilà, ça se faisait pas au studio du coin une fois par semaine, 1 heure par semaine, en s'écoutant et en prenant le temps de faire que ce qu'on a envie de faire. Voilà, c'était un engagement, c'était quelque chose qui impactait fortement notre vie, qui allait impacter tous les pans de notre vie. Et le yoga devient bien évidemment dans ce cas notre priorité, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc ces textes, à ce niveau-là, ils ne sont pas tellement adaptés aux pratiquants que nous sommes aujourd'hui, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Ça, on le voit très vite quand on évalue la difficulté des pratiques qui sont proposées, notamment au niveau du pranayama. On voit bien que ce n'est pas accessible aux yogis du dimanche. Donc ça soulève un point intéressant. Aujourd'hui, j'ai la sensation, même en côtoyant de très près les cercles de pratiquants de yoga, que peu de personnes ont accordé une telle place à la pratique dans leur vie. Il y en a beaucoup qui se vantent de leurs accomplissements et puis en même temps qui prônent l'humilité. Oui, je sais, là c'était gratuit. Il y en a beaucoup aussi qui pratiquent avec assiduité et qui reconnaissent la difficulté à maintenir une attention constante, à faire infuser la pratique en dehors de la séance. On a des vies quotidiennes qui sont extrêmement agitées, qui sont pleines d'injonctions et surtout qui sont remplies de sollicitations diverses et continues. Donc le premier effort à fournir pour accomplir quoi que ce soit, hein, là je ne parle pas seulement du yoga, mon idée première c'était d'aller voir dans les textes du yoga si cette notion d'effort était traitée. Dans mon cas, c'est pas pour l'appliquer au yoga puisque c'est pas quelque chose qui me demande, enfin la pratique ne me demande pas d'effort dans le sens de contrainte, c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Peut-être, par contre, ça demande certainement un effort dans le vrai sens d'effort, c'est-à-dire que c'est pas toujours facile, mais je le fais quand même avec plaisir. Bref, le but n'était pas de trouver uniquement des réponses pour le yoga, mais de trouver des clés qui permettraient de transposer cela à d'autres aspects de notre vie, c'est-à-dire être capable de débloquer de doter cette aversion à l'effort pour passer à l'action plus facilement. Donc, pardon, je me suis un petit peu perdue. Le premier effort à fournir pour accomplir quoi que ce soit, hein, ça serait de travailler notre concentration. Enfin, moi, en tout cas, j'en arrive à cette conclusion. Parce que le plus difficile, c'est de rester centré, c'est de choisir et c'est de se tenir aux choses dans la durée. Là, le yoga donne des outils. Il ne parle pas d'effort dans le sens se mettre à l'action, mais par contre, on parle bien de développer sa concentration, notamment avec les techniques de dharana, qui pourraient être traduits par concentration, justement. Donc la racine du problème est peut-être là. Je ne vous fais pas le couplet habituel qui dit que les écrans ont détruit notre attention. Personnellement, je ne vivais pas il y a 2 ou 3 000 ans. Je ne peux pas affirmer que les personnes étaient plus centrées à ce moment-là. Je pense que oui, comme ça, mais c'est vrai que je n'ai pas d'éléments concrets pour l'affirmer. Et puis d'ailleurs, petite parenthèse, je suis désolée, je suis un petit peu dispersée aujourd'hui. Une anecdote qui m'a été livrée par un psychologue, c'est que dans l'Antiquité, les symptômes du TDAH, donc le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'était déjà quelque chose qui était connu, qui était documenté. Alors on entend beaucoup dire aujourd'hui que c'est une mode, une condition qui est liée à la modernité, aux écrans. Peut-être qu'il y en a plus aujourd'hui, hein, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui existait déjà avant. Donc l'attention, la concentration n'était pas parfaite il y a quelques milliers d'années non plus. C'était déjà une problématique. Bon, en tout cas, nous vivons aujourd'hui. Et la seule question qui permette d'avancer vers des solutions concrètes pour repenser notre rapport à l'effort, eh bien, c'est comment faire aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre avec les contraintes qui s'imposent à nous. Personnellement, j'ai suivi la voie du yoga qui est à la fois pour moi le chemin et le but. Et ma capacité à fournir un effort dans le sens donné par Robert, donc concentrer ses forces pour vaincre une résistance, eh bien, elle s'est développée avec la pratique au fil du temps. Plus j'exerçais cette capacité, plus elle se développait. Et en même temps, plus les techniques semblaient faciles. Là, je parle du yoga, mais finalement, dans tout apprentissage, c'est ce qui va se passer. Plus on va répéter une action, plus on sera bon pour l'accomplir, ce qui va réduire la difficulté de l'effort à fournir.
Et donc notre volonté va, entre guillemets, se muscler parce qu'on va prendre conscience de notre capacité à répéter cet effort. Et peut-être qu'on finira par prendre de plus en plus de plaisir en voyant les résultats qui viennent, ou simplement, euh, peut-être, si on prend la pratique d'un instrument de musique, par exemple, ce qui me vient, qui est quelque chose qui nécessite énormément d'efforts, eh bien, il y a deux formes de récompense. Il y a le plaisir de jouer, même si c'est un petit peu faux, même si c'est pas parfait, on peut trouver beaucoup de plaisir dans l'acte de jouer. Et puis après, on peut avoir un plaisir autre qui vient quand je sais pas moi, quand on fait une représentation, et là, on se rend compte de tout ce qu'on a accompli, de notre capacité à jouer ce morceau, et là, c'est extrêmement gratifiant. Donc si on revient sur le yoga pur, on avait déjà fait un podcast sur tapas, ce qui veut dire littéralement ce qui chauffe, et qui est souvent traduit par ascèse. C'est-à-dire qu'en s'astreignant à quelque chose de difficile qui va créer une friction, donc on est en plein dans le vrai sens du mot effort, hein. On va développer cette force mentale qui va nous permettre par la suite de poursuivre et voire même augmenter le niveau d'effort. Donc on va enclencher une forme de cercle vertueux. Et pour l'enclencher, ça semble assez facile, hein. Il suffit de partir d'où on en est aujourd'hui et d'ajouter une toute petite charge, une toute petite difficulté. Exactement comme pour la musculation, on ne commence pas par porter 300 kilos, on commence par une toute petite charge qui demande un petit peu d'effort, enfin qui a une certaine difficulté, mais pas quelque chose qui est au-delà de nos limites, pas quelque chose qui est impossible en tout cas. Et donc, à force de porter des charges, peut-être d'augmenter progressivement le poids de ces charges, on va devenir de plus en plus musclé, de plus en plus fort. Et voilà, donc la volonté, c'est la même chose finalement. Ça serait la même chose avec n'importe quoi. Quand on va monter en compétence, l'effort à fournir pour arriver au même résultat sera moindre. Donc on va continuer à fournir, si en tout cas on continue à fournir un effort constant, on va continuer à progresser. La seule clé, donc, ça va être de démarrer et d'accepter aussi que ce démarrage y soit lent et pas forcément très impressionnant au départ. Donc si on en arrive là, on a déjà vaincu, entre guillemets, la première difficulté qui est de briser l'inertie pour commencer à fournir le plus petit effort possible, qui nous permet simplement d'initier le mouvement, d'enclencher quelque chose. Il y a ensuite une deuxième difficulté qui va apparaître, ça va être la poursuite de cet effort dans la durée. Et ça, c'est un nouveau défi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent à ce moment-là. Personnellement, je fais partie de ces gens, hein, qui ont plein d'idées, qui ont envie d'initier plein de choses. Et puis, parfois, l'idée est très belle. On se dit, oh ça, j'adorerais le faire, j'adorerais, je suis sûre que ça va être très agréable de m'engager dans ce processus, dans ce projet. Et puis en fait, quand on commence, on se rend compte que c'est pas si agréable et que le résultat peut-être nous plaît, mais que le chemin ne nous plaît pas tant que ça. Donc je vais avoir tendance à arrêter si le chemin ne me plaît pas. Alors c'est cet effort de persévérance qui va être mis en question ensuite. Je crois qu'on est tous un petit peu comme ça, à des niveaux différents, hein. C'est facile de démarrer, d'être porté par l'exaltation, l'attrait de la nouveauté, et puis on est en mesure de fournir un effort conséquent parce que c'est nouveau, mais une seule fois, ou deux fois, ou 10 fois, mais peut-être pas 1000 fois. Quand ce goût pour la nouveauté il va s'estomper, les obstacles qui vont se présenter vont porter des noms différents. Ça sera ennui, découragement, abattement, désintérêt. Donc c'est vers eux qu'on va se tourner ensuite. Et c'est précisément pour ça que beaucoup de personnes échouent sur le long terme, ou en tout cas, j'aime pas trop ce terme d'échouer, mais ont cette sensation d'échouer, de ne pas accomplir. Voilà, sur le long terme. C'est que le type d'effort à fournir va changer. Il faut mobiliser de nouvelles ressources pour faire face à de nouveaux obstacles. À l'effort technique qui est lié à l'exécution d'une tâche difficile, ça c'était notre effort initial, hein, l'effort de l'impulsion qui brise l'inertie, eh bien à cet effort, on va ajouter ensuite une nouvelle contrainte qui va demander de mobiliser des ressources différentes. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire face à ça? On pourrait être tenté de se tourner vers des solutions toutes prêtes, hein, et certaines fonctionnent certainement un petit peu. Ça va être de... Alors là, vive les conseils de développement personnel, hein, mais ce qu'on lit beaucoup, c'est se relier à notre pourquoi.
c'est-à-dire la raison pour laquelle on va fournir cet effort. Moi, je pense que c'est une bonne idée de faire ça, mais je pense pas que ça soit suffisant. Ensuite, on peut essayer de se relier à nos sens pour s'immerger complètement dans l'action de façon non mentale. Donc sortir de cette boîte à pensée qui parfois, à force de trop rationaliser, de trop réfléchir, va nous permettre aussi de trouver des excuses pour ne pas faire. Et on peut aussi essayer de trouver des astuces d'organisation, c'est-à-dire prévoir cette action toujours au même moment, la transformer en habitude, etc. Et ça va réduire la difficulté de l'effort. En tout cas, ça va réduire la friction pour le passage à l'action. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est une habitude, on se pose pas trop la question avant de le faire. On le fait parce que c'est comme ça. Quand c'est quelque chose qui est inclus dans une routine, il y a beaucoup moins de friction que quand c'est quelque chose qui doit s'ajouter à une routine, qui fait pas encore partie de notre quotidien. C'est vrai que la nouveauté peut avoir un attrait, mais ça peut aussi rebuter parce qu'on ne sait pas le niveau de difficulté, parce on n'est pas en forme, alors on n'a pas envie de faire cet effort pour aller vers de la nouveauté, etc. Donc voilà, j'ai cherché un petit peu comment, s'il y avait des astuces pour persévérer sur le long terme. J'ai rien trouvé de très concluant. Moi, je crois qu'il n'existe pas de réponse unique et que la question qui est vraiment intéressante à se poser, c'est qu'est-ce que cet obstacle qui m'empêche de persévérer sur ce point précis? Et quelles sont les solutions qui sont adaptées à moi, à ma vie, à mes aspirations profondes, à mon caractère, à mes convictions, au sens que je donne à ma vie. Qu'est-ce qui va me permettre ensuite de lever ces obstacles? La question, elle est dérangeante, je trouve, et la réponse vient rarement immédiatement. Mais le fait de se poser cette question, de s'astreindre à ça et de faire l'effort de cette introspection, eh ben, ça fait partie de la voie. Et à mon sens, c'est la seule manière de résoudre cette difficulté de façon profonde et durable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime pas trop tout ce qui est développement personnel, parce que souvent, ça nous donne des modes d'emploi. Alors, c'est très satisfaisant intellectuellement. On se pose une question, on va avoir quelqu'un qui va nous donner des réponses. Et c'est très stimulant pour le mental, vraiment. Mais par contre, quand on essaie de mettre en pratique, c'est jamais très ajusté. C'est un peu comme un vêtement, un truc de prêt-à-porter. Parfois, ça tombe bien, c'est voilà le coup de chance, ça tombe super bien. Par contre, si on a fait faire quelque chose sur mesure, bah, ça prend plus de temps, c'est plus cher, mais par contre, ça tombe parfaitement et c'est quelque chose qu'on va pouvoir garder dans la durée. Donc voilà, bon, ma comparaison n'est pas terrible, mais le point est là, c'est qu'il n'y a pas de recette magique qui conviendra à tout le monde. La seule façon de faire, et c'est pour ça que ces podcasts existent, moi je suis pas là pour vous donner des réponses, je suis là et je sais, c'est pas drôle, pour vous aider à vous poser des questions que vous ne vous seriez peut-être pas posées, et aussi pour insister en vous disant, mais si, regardez, cette question-là, elle est super intéressante, allez-y, essayez de creuser un petit peu là-dessus parce que c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui vous permettra d'avancer, de vous développer d'une certaine manière, pas dans le sens devenir, on va dire, la meilleure version de soi-même, pour reprendre les codes du développement personnel, mais plutôt pour devenir vous, tout simplement, sans chercher quelque chose d'extraordinaire, mais juste, voilà, pour devenir ce que vous êtes vraiment. Donc je reprends le fil de mon plan, je suis désolée, je sais, ça part dans tous les sens, je suis très inspirée par cette thématique de l'effort. Donc je me suis amusée aussi à disséquer la notion d'effort. Et moi, je vois plusieurs composantes là-dedans. Donc ça serait déjà l'énergie qu'on mobilise. Quand on parle d'effort, souvent c'est qu'il y a une quantité d'énergie qui est mobilisée, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle. Ensuite, il y a la récompense qu'on espère obtenir. Et ça, c'est important aussi parce que je crois qu'on ne mobilise pas d'énergie s'il n'y a pas une récompense à la clé. Et ensuite, il y a le plaisir associé à la tâche. Donc ça, c'est mon truc aussi. J'aime bien séparer le but du chemin. Je trouve que c'est deux types de récompenses, entre guillemets, qui sont différents. Et je reprends mon exemple d'apprendre à jouer d'un instrument. Si je vous dis, vous allez apprendre à jouer du piano, si vous pouviez avoir cette compétence instantanément, tout le monde aurait envie de l'acquérir. Si ça ne demande pas d'effort, ben voilà, vous pouvez l'acquérir. Donc ça, savoir jouer du piano, c'est le but final, c'est le truc qui peut motiver dans un premier temps, mais qui est aussi un piège, parce que si c'est ça le seul but,
on peut passer des années à faire quelque chose qui ne nous amuse pas dans l'optique, voilà, d'atteindre cet objectif. Et par contre, la récompense qui est à obtenir sur le chemin, et qui, à mon sens, est la seule qui permette de tenir dans la durée, ça va être de prendre plaisir à l'apprentissage du piano. Là, chaque jour, on va s'y mettre avec joie. Et je pense que pour faire quelque chose pendant 10, 20 ans, 40 ans, donc dans le choix de son métier, je pense que c'est important de s'amuser un petit peu. Eh bien, voilà, en fait, on va être obligé de trouver du plaisir là-dedans pour être capable de fournir cet effort de façon continue, tout en préservant son niveau d'énergie. Alors là, en disant tout ça, je m'écarte de la définition de Robert, euh, qui considère que seule l'énergie déployée va être prise en compte. Mais pour nous, pour notre mise en mouvement et pour choisir si un effort sera réalisé ou pas, on va prendre en compte tout ça. Alors c'est complètement normal d'arbitrer, hein. Si je n'arbitre pas, je vais dilapider mon énergie et je vais rien prioriser du tout. Donc il y a souvent une évaluation qui est inconsciente, hein, qui va se faire. Les questions qui vont se poser, là encore inconsciemment, ça va être est-ce que la récompense, elle est assez importante pour moi par rapport aux ressources que je dois mobiliser? C'est bête, mais c'est comme une transaction. Si je pense que cet objet ne vaut pas autant que ce que le vendeur m'en demande en argent, hein, je ne vais pas l'acheter. Si je pense que c'est trop cher par rapport à la valeur que ça m'apporte, eh ben c'est logique, je n'achète pas. Donc en termes d'énergie, c'est la même chose. Ensuite, ce que Robert met pas trop en évidence non plus, c'est le fait que la notion d'effort euh, a un lien avec celle de plaisir. Il y a certains efforts qui seront un plaisir. Par exemple, moi, je veux bien nager 1 heure. Par contre, je ne veux pas courir 1 heure parce que j'adore la natation, mais je déteste la course à pied. Donc, en termes d'effort, ça peut sembler équivalent. Mais par contre, en termes de plaisir, ça sera très différent. De la même manière, je suis d'accord pour aller faire une randonnée en montagne qui va durer une journée complète. Mais par contre, je ne veux pas marcher 1 ou 2 heures dans un paysage affreux ou dans une zone industrielle. Alors, ça sera toujours moins d'efforts dans le second cas, mais par contre, le plaisir n'y est pas. Donc, je n'aurai pas envie de fournir cet effort-là. Ce décortiquage, il peut vous sembler trivial, mais je pense que c'est utile parce que ces arbitrages, on l'a dit, hein, ça se fait souvent de façon inconsciente. Et heureusement, parce que s'il fallait penser à ça consciemment à chaque fois qu'on doit prendre une décision, on ne ferait plus rien. Donc c'est utile dans le sens où si vous ne parvenez pas à fournir les efforts nécessaires pour accomplir quelque chose, vous pouvez vous poser des questions. Désolée, hein, je suis toujours là pour vous dire de vous poser des questions et je ne donne jamais de réponse. Donc vous avez 3 questions que j'ai notées, hein, qui pourraient être intéressantes. La première, c'est très évident, mais est-ce que c'est trop difficile? Et ça ne veut pas dire est-ce que c'est trop difficile dans l'absolu, est-ce que c'est trop difficile pour les autres. C'est est-ce que c'est trop difficile pour moi en ce moment? Là, on prend un exemple lié au yoga. Par exemple, on avait cette pratique de faire 108 salutations au soleil pour les solstices, les équinoxes. Je ne discute pas le bien fondé de cette pratique, hein, simplement je dis que ça se fait. Donc 108 salutations au soleil. Pour quelqu'un qui est déjà épuisé, qui a plein de courbatures, qui n'a pas dormi de la nuit, et ben son max, ça va peut-être être 10 ou 20. Et puis quelqu'un qui est en pleine forme, il pourra en faire 250. Et par contre, si je regarde la personne qui en fait 250 et que moi je suis en fatigue chronique, complètement épuisée, je pourrais être tentée de me dire bah, je suis nulle, c'est pas difficile puisque cette personne arrive à le faire. Donc tout ce qu'on dit là, évidemment, c'est pas pour mettre une échelle de valeur qui nous est extérieure. C'est pour nous relier à notre échelle à nous. Qu'est-ce qui est trop difficile pour moi? Qu'est-ce qui est assez difficile pour moi? Qu'est-ce qui est un effort pour moi? Donc la deuxième question, ça serait est-ce que la récompense est à la hauteur de l'effort fourni? Là encore, c'est très personnel, hein. Il y a des gens qui ont, je sais pas, avoir une super voiture, ça peut être une récompense vraiment attrayante. Moi, je m'en fiche, ma voiture a plus de 20 ans et ça me convient. Par contre, j'ai très envie de vivre dans la nature. Ça, c'est super important pour moi. Alors qu'il y a des personnes pour qui c'est quelque chose qui ne serait pas du tout important, qui ne serait pas attrayant. Donc c'est important de se poser, déjà c'est important, hein, d'aller dans cette introspection, de se poser la question, pour moi, selon mon échelle de valeur actuelle. C'est important actuel parce qu'on peut avoir des idées à un moment et puis ça change.
Mais on est toujours prisonnier, on va dire, de cette image passée ou de ce désir passé. Bon, ça m'est arrivé hein, personnellement, je pensais désirer quelque chose parce que ça faisait 10 ans que j'en avais envie et puis je me rends compte, si je me pose vraiment la question, que j'adore l'idée, mais qu'en réalité aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qui me nourrit si je l'ai. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste sur tous ces points. Et la troisième question, je pense, qui est importante, c'est celle du chemin. C'est est-ce que la tâche est agréable à accomplir? Est-ce que chaque jour ou chaque semaine ou à la fréquence à laquelle c'est nécessaire, j'ai un petit peu d'envie, un petit peu d'allant pour aller vers cette tâche? Donc là, j'ai tout présenté en termes de carottes, on pourrait dire. Mais dans nos vies, c'est parfois le bâton qui va nous motiver. Par exemple, si mon travail est affreux, mais que j'en dépends pour payer mes factures, que j'ai peur de me retrouver à la rue, ça va jouer énormément aussi. Donc je dis pas que c'est toujours facile à changer, mais déjà le fait d'avoir conscience de ces différents niveaux de prise de décision, ça va permettre de mettre en place des ajustements et puis ensuite, au fil du temps, en fonction de notre situation, de planifier différents changements. Je me permets une grosse parenthèse sur le yoga. C'est quelque chose qu'on a déjà évoqué dans plusieurs épisodes, donc je vais ajouter ces épisodes en description de ce podcast. Mais le yoga, tel qu'il est conçu actuellement par la plupart des gens, dans l'idée, dans l'imaginaire collectif, ne devrait demander aucun effort. En tout cas, moi, on m'a souvent dit ça. Et les personnes qui assistaient à mes cours, quand je donnais des cours collectifs, me disaient parfois ah c'est un peu prise de tête, ça demande des efforts, moi je cherche plus de lâcher prise, plus de détente. Alors je dis pas qu'on doit enseigner de telle ou telle manière, je pense que ça c'est vraiment très personnel, mais je vous donne ma vision des choses. Déjà, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent le yoga comme un sport, et c'est peut-être votre cas, vous qui écoutez. Donc le yoga n'est pas un sport officiellement parce qu'il n'est pas affilié à une fédération, parce qu'il n'y a pas de compétition. Pas encore, mais ça va venir. Donc pour l'instant, au moment où ce podcast est enregistré, le yoga n'est pas un sport. Mais il est admis que quand même que le yoga, que le hatha yoga nécessite un effort physique et qu'on peut quand même avoir la flemme, mais on sait que ça passera une fois que la séance a démarré. Donc globalement, la discipline est très liée à la détente, au lâcher-prise. La première motivation des pratiquants aujourd'hui, hein, c'est de réduire le niveau de stress. Alors est-ce qu'il faut pour autant bannir cette notion d'effort et faire des cours où on cherche à fournir aucun effort ou à épargner à nos élèves toute forme d'effort? Cette question, elle sous-entend un raccourci qui n'est pas évident mais qu'on va faire ici. C'est que le yoga est discuté en tant que pratique. Donc on parle ici, enfin moi je parle là tout de suite, hein, de réaliser des techniques, posture, pranayama, concentration, qui sont proposées dans le cadre du hatha yoga. Voilà, je ne parle pas de yoga mystique, je ne parle pas de philosophie, je parle du yoga en tant que pratique tel qu'il est conçu dans beaucoup de cours. Voilà, c'est du yoga forcément occidentalisé, qui est modernisé, qui est d'une certaine manière adapté. Donc hatha yoga est souvent traduit par yoga de l'effort violent. Et quand on voit des ascètes qui lèvent un bras pendant 20 ans jusqu'à ce qu'il s'atrophie ou qui s'astreignent à des privations intenses, eh ben on voit que c'est assez loin quand même de l'ambiance cocooning des grands centres de yoga, hein. Donc certains vont dire que l'un est plus yoga que l'autre. En réalité, le terme yoga, il comprend beaucoup de pratiques qui ont été modifiées de façon substantielle au fil des siècles, et décider que telle chose est plus yogique que telle autre, c'est se positionner. Donc c'est sûrement nécessaire pour soi, bien sûr, hein, mais c'est en aucun cas une vérité qui est figée, dans le sens où il n'y a pas de définition officielle du yoga. Il y a beaucoup de textes qui proposent des définitions du yoga. Et puis il y a aussi plein de manuscrits qui ont été perdus, et il y a aussi une tradition orale qui peut dire autre chose. Bon, en tout cas, on s'accorde aujourd'hui à rassembler sous le terme yoga tout un ensemble de pratiques psychocorporelles qui mettent le contrôle du souffle et l'observation au centre. Mais bon, même ça, c'est discutable, hein. Certains vous diront le yoga, c'est la posture, le hatha yoga, c'est l'asana, etc.
Voilà, je vous donne juste, je dis pas que c'est la définition officielle, je vous donne ce qui me paraît être un genre de consensus aujourd'hui en France dans le milieu de l'enseignement du yoga. Voilà, j'ai pris plein de précautions. Tout ça pour dire que la notion d'effort dans le yoga, elle va dépendre des époques. Mais par le passé, elle était très présente, du moins dans certains groupes et en tout cas chez les ascètes. Ensuite, la plupart des enseignements tantriques qui ont fortement influencé le yoga qu'on connaît aujourd'hui, eh ben, ils mettent l'accent sur ce qu'on appelle rasa, c'est-à-dire ce qui est délicieux, ce qui est savoureux. Mais ça ne signifie pas, c'est pas parce qu'il y a rasa qu'il y a absence d'effort. Au contraire, l'effort, il peut conduire à rasa, et certains efforts vont se faire dans la joie. Dans les Védas, donc les textes qui ont profondément influencé la pensée indienne, on note que la notion de sacrifice, elle est centrale, et ça se comprend dans le sens où la vie, elle est faite de changements, de transformations et d'échanges. Même si aujourd'hui, on n'assiste plus à des grands sacrifices védiques où on sacrifiait des dizaines, des centaines d'animaux, euh, on peut voir que tout est sacrifice, tout est relié à cette notion d'échange. On va sacrifier du temps pour obtenir de l'argent, qui va permettre d'obtenir quelque chose qui semble avoir de la valeur pour nous. On va sacrifier une habitude enracinée pour en mettre en place une nouvelle qui va nous paraître plus appropriée. On peut sacrifier une relation si on la juge néfaste pour gagner en liberté. Et chaque fois, à chaque sacrifice, à chaque transaction, la notion d'effort, elle est présente. Parce que l'absence d'effort, finalement, c'est l'immobilisme. La vie, c'est tout le contraire, c'est l'acceptation du mouvement, c'est la transaction permanente, c'est l'échange. Tout ça soulève pour moi une autre question qui peut vous paraître un petit peu bête, mais voilà, bienvenue dans ma tête, c'est l'effort est-il contre nature? Moi, parfois, je me demande, je me dis, est-ce que tel effort, c'est normal de le fournir? Est-ce qu'on ne devrait pas se préserver? Peut-être que si ça demande tant d'efforts, c'est qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Donc, est-ce que l'effort est contre nature? Ça, je ne sais pas, mais ce que je note, c'est que dans le monde assez confortable dans lequel on évolue, le but ultime de l'être humain semble être vraiment d'anéantir l'effort, pour mener une existence très confortable, la plus tranquille possible. Mais comme on vient de le voir, moi je crois que l'effort, si on en croit la définition de Robert, c'est quelque chose qui est inhérent à la vie. Alors au lieu de rêver à un monde sans effort et de pester dès qu'il y a un effort à faire, et de penser simplement que dès qu'un effort est fourni, c'est qu'il y a un problème, on peut aussi voir ça comme un test. Pourquoi est-ce que je suis prête à payer avec mon énergie? Et si rien ne nécessite d'effort, comment est-ce qu'on fait nos choix? Donc ça, je pense que voilà, ça c'est le côté très positif de l'effort. Ça nous permet de faire des choix. C'est une barrière, c'est quelque chose qui permet de faire une sélection, surtout vraiment dans le monde actuel, où il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de possibilités. Et en même temps, beaucoup de choses peuvent se faire avec relativement peu d'efforts. Et bien quand on est vraiment prêt à faire un effort conséquent et que cet effort nous paraît avoir du sens et que la direction dans laquelle on s'engage est agréable, pas simplement pour le résultat, mais pour le chemin qu'on va avoir à parcourir, et ben là, c'est que ce truc-là en particulier, il vaut le coup. Voilà, donc j'ai trouvé ça, cette phase positive de l'effort, et je trouve elle ramène un goût assez optimiste à tout ça. Et peut-être que la prochaine fois que vous aurez un effort à fournir pour quelque chose, ça sera l'occasion, au lieu de vous dire « Oh mince, j'ai pas envie de faire cet effort », ça sera l'occasion de vous poser la question est-ce que cette chose-là, elle a encore une place dans ma vie? Ou est-ce que je décide de faire un effort parce que je trouve que ça en vaut vraiment la peine? Une autre question qui est soulevée, c'est est-ce qu'on ne devrait faire que des efforts qu'on apprécie? L'effort, c'est quelque chose de personnel, on l'a vu. Peut-être que vous avez un travail de bureau et que vous restez assis 8 heures par jour sur une chaise. Donc si ça vous convient, que vous n'êtes pas hyperactif, que vous y êtes habitué, c'est peut-être quelque chose qui vous va. Et pour d'autres personnes, c'est juste impossible. Et quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, il va fournir un effort physique, disons pour décharger des matériaux, mais cet effort, il sera moins important qu'une personne qui n'a jamais aucune activité physique, qui n'a pas bougé de sa chaise depuis 20 ans.
Donc voilà, on voit bien que dans les 2 cas, il y a une forme d'effort qui est à fournir. Dans le cas, il y a un effort d'immobilité, dans l'autre, un effort, de force physique et que ça dépend aussi de nos habitudes et de nos inclinations, on pourrait dire. On a tous, des choses vers lesquelles on se tourne plus volontiers. Donc là, j'ai pas de réponse. Est-ce qu'on devrait faire que des efforts qu'on apprécie? Alors très personnellement, je ne pense pas, mais je pense que si l'effort, n'est pas apprécié, il faut vraiment que la récompense, elle soit, sacrément importante et puis aussi, que l'effort soit plus limité dans la durée pour que ça devienne, acceptable dans ce cas. Au sujet du côté naturel ou pas de l'effort, là, j'ai trouvé quelque chose au niveau du yoga, sur l'effort et l'ascèse, on pourrait dire. C'est cette histoire des 3 voies du yoga. Donc moi, j'ai envie de m'attarder, voilà, pour finir sur une note plus yogique, sur cette classification des voies du yoga qui peut être inspirante, non seulement pour votre culture yogique, évidemment, mais c'est super intéressant aussi de le transposer dans d'autres aspects de nos vies, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent de cette façon. Donc ces 3 moyens, ces 3 voies, qu'on appelle en sanskrit upaya, c'est des points d'entrée dans la voie du yoga, et le point d'entrée sera différent en fonction de notre état, de nos aptitudes actuelles. Donc la première voie, c'est ce qu'on appelle la voie de l'individu, et ça s'adresse à la plupart d'entre nous, hein. Cette voie, elle demande de réaliser consciemment des efforts, donc de forcer, parfois de se forcer, et c'est pas une voie qui est douce, c'est pas quelque chose qui est dans le lâcher prise, c'est quelque chose qui demande euh, une véritable ascèse d'une certaine manière, et c'est une étape qui est extrêmement transformatrice. Ensuite, la deuxième voie, qu'on appelle la voie de l'énergie, c'est une voie dans laquelle les choses semblent se dérouler de façon beaucoup plus fluide, avec cette sensation d'être accompagné, d'être soutenu et que la vie est facilitée. Voilà. Et la dernière voie, le dernier point d'accès pour les plus privilégiés, on va dire, c'est la voie de Shiva, donc la voie de la conscience, c'est la voie des mystiques, c'est la voie où tout va se révéler sans qu'on ait rien à faire. Donc on ne peut pas tellement choisir en disant oui, moi je préfère la voie de Shiva, ça a l'air plus sympa, je vais commencer par ça. C'est pas un choix, c'est quelque chose qui s'impose. Et d'ailleurs, je peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce que disait Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, avec cette histoire, et je vous mettrai le lien de l'article que j'ai écrit dans la description du podcast. Donc cette histoire du chameau, du lion et de l'enfant. L'injonction tu dois, elle nous fait crouler sous un poids qui est assez incroyable, mais d'un autre côté, ça nous façonne et souvent c'est nécessaire dans un premier temps. C'est comme si je disais je veux chanter, mais je veux pas apprendre à chanter, je veux tout de suite improviser. Bon, bah, ça sera inécoutable, ça sera extrêmement faux et ça fonctionnera pas. Donc il y a toujours un temps, enfin pour la plupart des gens, il y a toujours un temps dans lequel il y a une phase d'apprentissage rigoureux qui demande donc un effort soutenu qui sera nécessaire avant de pouvoir passer vers des voies plus spontanées, plus libres. Donc la deuxième phase, ça serait celle du je veux, dans laquelle on va sortir de l'injonction pour nous laisser guider par nos désirs. Ça, c'est quand même pas la phase ultime. La dernière phase, qui est celle de l'enfant, qui est une phase où il y a cette beauté de l'insouciance, de l'innocence, de la spontanéité de l'enfant, où on va laisser les choses émerger. On va laisser la passivité du chameau qui est dans le tu dois et l'arrogance du lion qui est dans le je veux de côté. Et on va laisser simplement jaillir la vie et être dans la pleine acceptation de ce qui est. Donc voilà, moi je relis ça vraiment aux 3 voies. C'est pas rigoureusement exact, bien sûr, mais je trouve que c'est un peu cette même ambiance dans ces 2 classifications. Voilà. Et les 3 voies, en tout cas pour le yoga, elles sont pas séquentielles. C'est-à-dire qu'on va passer de l'une à l'autre et d'un pan à l'autre de notre vie, ça va changer aussi. Ça ne veut pas dire que voilà, je suis sur la voie de l'individu pour le yoga, mais peut-être que pour la musique, je suis sur la voie de Shiva ou inversement. Et puis, ça peut changer aussi selon les jours. Je peux avoir un éclair de génie
quelque chose qui me paraît extrêmement facile, extrêmement évident, comme une révélation un jour, et puis le lendemain, eh ben, j'ai l'impression de retourner à la case départ et de revenir dans mes difficultés et dans cette nécessité de forcer. Tout ça pour dire que chez les yogis, la notion d'effort, elle est aussi circonscrite dans le temps. Il va falloir en fournir assez, bien évidemment, pour démarrer la machine. Et puis l'énergie cinétique va prendre le relais. En tout cas, on l'espère. Donc voilà, je suis désolée aujourd'hui. Je pense que j'étais plus dispersée que d'habitude. J'espère que ce podcast était tout de même intelligible. Je fais un petit effort, voilà, en fin de podcast cette fois-ci pour résumer ma pensée. Donc j'ai réécouté tous les points que je vous ai évoqués et je vais essayer non pas de vous asséner une conclusion qui serait une vérité, mais simplement voilà, essayer de condenser ce qu'on a dit ici pour en retirer quelque chose, parce que je trouve que c'est dommage d'écouter un truc et de se poser encore les questions après, bah, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que ça m'a apporté. Voilà, je vous fais mon petit résumé à moi, le vôtre sera peut-être différent. Donc la nature de l'effort, elle va évoluer dans un même projet. Il y a différentes étapes à franchir qui seront autant de paliers qui permettront de passer à un autre type d'effort. Les abandons vont se faire souvent entre ces paliers quand l'évolution des obstacles n'a pas été conscientisée. C'est pour ça que je crois que c'est très important d'amener beaucoup de conscience sur les choses et voilà, de faire les choses avec une grande présence, avec beaucoup d'intentionnalité. Donc la première étape serait de développer la concentration, parce que sans elle, fournir un effort serait vraiment trop difficile. Ensuite, la deuxième étape serait de trouver une action qui nous permette d'initier, qui nous mette dans cet élan de la création. Et cette action, ça serait bien qu'elle ne soit pas trop difficile, qu'elle soit d'un niveau de difficulté et d'une durée adaptée à nos possibilités du moment. Et la dernière étape serait de maintenir cet effort dans la durée, donc de le répéter. Et là, il devient nécessaire d'observer en permanence les réticences qu'on a et de se positionner en termes d'effort. Quel effort en vaut la peine? Comment est-ce que je peux ramener du plaisir? Est-ce que mon but est toujours aussi attrayant maintenant que j'ai vu le prix à payer? Et voilà, donc il y a cette remise en question permanente, il y a ce questionnement permanent et cette nécessité d'ajuster parce que nous sommes changeants, nos projets peuvent être changeants, le contexte également. Donc je crois que la clé, elle est vraiment là, mettre de la conscience sur tous les changements qui nous traversent et sur toutes les émotions qui s'invitent en nous. Et c'est simplement en restant au plus près de nous-mêmes, au plus près de nos pensées, de nos ressentis, sans fuir dans les distractions ou dans les conseils qui sont moyennement avisés, on va dire, qu'on pourra espérer amener un véritable changement en fournissant ces différents efforts. Voilà pour le podcast d'aujourd'hui. J'espère ne pas mettre 2 ou 3 mois pour en faire un nouveau. Voilà, ça va dépendre de mon envie de parcourir ce chemin. Je ne me mets pas d'obligation sur les podcasts. C'est quelque chose vraiment que je fais avec joie, avec cœur, quand le cœur m'en dit. Voilà, c'est un effort d'une certaine manière parce que c'est pas évident d'écrire, d'enregistrer, de présenter ses pensées, de faire cet effort, de cadrer les choses. Mais c'est un effort qui est plaisant, à la fois pour le résultat, parce que c'est sympa de pouvoir partager avec d'autres personnes ses pensées, c'est sympa toutes les discussions que ça peut engager, et puis c'est sympa aussi dans le processus, parce que en les faisant, j'apprends énormément. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, la meilleure façon de m'encourager, c'est de partager, c'est de commenter, de liker, tout ça, vous connaissez. Voilà, n'hésitez pas et n'hésitez pas non plus à partager vos ressentis, votre manière de voir l'effort, de l'appréhender, de l'initier et aussi de le maintenir dans la durée.